Well, thank you all for joining me here on stage. We're going to start with you, Marc Hirt, de Ocean Winds. You're the Managing Director Ocean Winds France. Et alors, Ocean Winds, c'est un joint venture entre Engie et EDPR. Vous avez choisi cette forme de coopération. Pourquoi? Quels sont les avantages? Oui, donc merci Lisa. Effectivement, je crois que le modèle d'Ocean Winds est un peu particulier dans l'industrie, puisque deux grands groupes énergéticiens, Engie et EDPR, ont choisi de se marier pour former une joint venture et un partenariat sur le long terme pour développer l'éolien offshore. Donc, on a parlé au cours de la session de ce matin des enjeux de l'éolien offshore et de l'importance de se développer rapidement. Et c'est vrai que le modèle particulier que Engie et EDPR ont choisi de mettre en place a un certain nombre d'avantages importants. Alors, je ne sais pas s'il y avait quelques slides prévus, je ne sais pas si elles seront diffusées, mais ce n'est pas grave si elles ne le sont pas. Voilà. Et donc, la première chose, c'est que cette décision de partenariat, de s'engager dans ce partenariat, n'a pas été immédiate. Donc, c'est le fruit un peu d'une histoire. On peut peut-être passer les slides, la prochaine slide et la suivante. Donc, et cette histoire, elle a commencé en Normandie, aussi surprenant que cela peut paraître. Voilà. Aussi surprenant que cela peut paraître. Donc, elle a commencé en Normandie il y a déjà 10 ans, en fait. Donc, ce n'est pas une histoire nouvelle. Donc je vais passer sur qui sont Engie et EDPR, je pense que tout le monde connaît, et je vais plutôt parler un peu de l'histoire. Donc c'est en 2013 que l'histoire a commencé de façon plutôt classique, on va dire, avec un partenariat sur un projet donné. Donc un partenariat sur le projet de Dieppe et le Tréport. Et dans ce partenariat, donc, il y avait déjà Engie et EDPR qui ont commencé à travailler ensemble. Et pendant 10 ans, au fond, on a travaillé de manière un peu classique, comme beaucoup de nos collègues ici autour de la table, sur des projets. Donc il y a eu Dieppe-le-Tréport, il y a eu Noirmoutier aussi, l'appel d'offres numéro 2, mais aussi les projets pilotes en Méditerranée et puis des projets à travers le monde. Et à travers cette histoire qui s'est déroulée, ces deux groupes se sont dit qu'on avait des valeurs communes, qu'on avait des points en commun qui pouvaient faire qu'à deux, on serait plus fort que séparément à travers des partenariats individuels. Mais pour pouvoir mettre en place un tel partenariat, un tel modèle, au fond, il y a un certain nombre de prérequis qui sont nécessaires et un certain nombre de choses qu'on a besoin d'avoir en commun. Le premier, c'est la vision. Donc la vision, on l'a tous, on est tous motivés par les mêmes, animés par la même motivation qui est de contribuer à lutter contre le réchauffement climatique à travers nos projets. Et donc cette vision, elle était commune et elle date d'il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, ce n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Par ailleurs, il y a un point très important, c'est d'être aligné sur les aspects de risque, d'aspects de vision du risque et de rentabilité. Je veux dire, quand vous êtes en partenariat, si vous n'avez pas tout à fait la même approche en termes de perception du risque et de rentabilité attendue, le partenariat ne peut pas marcher. Et ça, à travers nos projets qu'on a développés, on s'est rendu compte qu'on était très très proches. Il y a un autre aspect sur lequel je voudrais insister, c'est celui de l'ADN partenarial. ADN partenarial qui est très importante à travers notre présence dans les territoires. Donc Engie et EDPR sont des acteurs du territoire depuis très longtemps. On a eu la présentation du vice-président de la région Normandie, donc toutes les régions de France sont impliquées. Et au fond, nos projets sont des projets de territoire, ce sont des projets qui s'inscrivent dans des territoires, mais plus que ça, ce sont des projets qui appartiennent à ces territoires avant de nous appartenir à nous. Et donc il faut être capable de discuter, de dialoguer avec tous les acteurs des territoires, et que ce soit les régions, les départements, les communes, les intercommunalités, enfin il y a les acteurs de la pêche, enfin ils ont été cités, ils sont très très importants. Et au fond, l'ADN d'Engie et l'ADN d'EDP, c'est d'être inscrit, d'avoir cet ADN partenarial et d'être capable dans la durée, ce qu'on fait à travers les projets actuels, de bâtir quelque chose en commun qui crée de la valeur pour tout le monde. Donc ça, c'est très important. Et donc au bout de ces 10 années, nos deux sociétés ont décidé de se marier, c'était en 2020. Et au-delà des éléments communs qui sont nécessaires, je crois qu'il y a aussi des bénéfices assez importants qu'on peut attendre d'une telle approche en termes de développement. Le premier bénéfice, c'est celui de l'agilité. En fait, quand vous rentrez dans un projet avec un nouveau partenaire, vous êtes obligé de le découvrir, vous passez pas mal de temps à négocier des accords de partenariat, des accords de gouvernance.
Nous, on l'a fait une bonne fois pour toutes, et maintenant on est très très agile, ce qui nous permet d'être très rapide. On le verra sur notre empreinte géographique et la capacité à aller très vite sur beaucoup de projets partout dans le monde. Le deuxième avantage, c'est toutes les synergies qu'on peut développer. C'est-à-dire quand vous êtes toujours avec le même partenaire à travers une joint venture, vous pouvez plus facilement développer des synergies entre les projets. Quand vous êtes avec des différents partenaires, c'est beaucoup plus difficile. Vous avez aussi des synergies de coûts, bien évidemment, puisque quand vous êtes deux partenaires, vous avez besoin des compétences, de toutes les compétences de la chaîne développées pour chacun des partenaires. Alors que quand vous êtes deux, en fait, vous mettez ça en commun et vous avez une synergie de coûts importante. Donc le modèle, au fond, est extrêmement puissant et je pense fonctionne bien. Juste pour illustrer, donc on s'était fixé lors de la création d'Ocean Winds en mars 2020 quelques objectifs. Donc vous voyez 5 à 7 gigawatts qui doivent être en opération, en construction en 2025. Donc on est en bonne ligne pour atteindre cet objectif. Mais je voudrais insister sur celui du développement pour lequel on a déjà largement dépassé nos objectifs après 2 ans. Et donc ça illustre vraiment la force de ce modèle. Bon, je voudrais souligner que mes propos, ils ne sont pas pour expliquer nécessairement que c'est mieux que les autres. Chacun a son approche et je pense que tous les efforts sont nécessaires dans notre industrie et tous les acteurs sont nécessaires compte tenu de l'ambition et des besoins qui seront là demain. Alors, juste pour vous expliquer, aujourd'hui Ocean Winds, donc on est présent dans 7 pays, comme le montre cette carte, à travers 12 projets, les États-Unis, le UK, la Belgique, le Portugal, la France, la Pologne et la Corée. Donc ça, ce sont les projets très avancés, un portefeuille assez important, comme vous pouvez le voir, de 11 gigawatts. Et puis, on cherche à se développer dans ces pays, mais à se développer aussi dans de nombreux pays. Je ne vais pas tous les passer en vue. On est déjà très actifs dans de nombreux pays européens et également à l'international, au Brésil et au Japon. Voilà, donc je pense que ce modèle est assez unique, assez intéressant et c'était l'occasion de vous le présenter aujourd'hui. Vous avez parlé des avantages, quels sont les inconvénients? Alors, les inconvénients, pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y a que des avantages. Et on est tous conscients du fait que si un jour, c'est un peu comme un mariage, s'il y a quelque chose qui se passe mal, ça pourrait être embêtant. Voilà. Mais on est vraiment convaincus que notre culture commune, notre ADN commun fera que ce sera un succès. Merci. Well, talking about breaking new ground, let me bring in Yara Shagtura. You're the managing director at Swedish power company Vattenfall, Vattenfall Eolien, right? And your company will construct the world's first subsidy-free offshore wind farm, the 1,500 megawatt project Hollandse Kust Zuid. How difficult is it to construct that under these circumstances? Tell us all. All right, thank you for having me at this roundtable. Can I take over for this as well? Yeah, perfect. I'll come back to your question. I'm going to start still a bit. So Vattenfall indeed is a Swedish-owned company, fully public. En français peut-être tu l'as fait en français, je me permets. Donc on est 100%, ouais, voilà. On est 100% public, appartenant à l'État suédois depuis notre création en 1909. On est en France depuis 20 ans, à la fois sur la partie fourniture, parce qu'on fournit les grandes entreprises et aussi maintenant les particuliers en électricité et en gaz. Et notre ADN, c'est d'être sans énergie fossile d'ici une génération. Donc de contribuer à ce monde, à la fois en sortant nous-mêmes des énergies fossiles, on a déjà 75% de notre portefeuille qui est décarboné, et puis aussi contribuant à la décarbonation des autres industries et des transports, parce qu'une fois que vous avez réglé l'électricité, vous avez réglé qu'une partie du problème des émissions de CO2. En France, nous sommes préqualifiés pour l'appel d'offres éolien en mer du 4e appel d'offres, donc au large du Cotentin, avec nos partenaires WPD et la Banque des Territoires. Et nous avons en effet un gros pipeline de projets, excusez-moi, avec nous-mêmes au total plus de 17 projets en exploitation et plusieurs dizaines de gigawatts en développement. Sorry for that. Et pour revenir en effet à Hollandse Kust, on va le faire dans cet ordre-là. Hollandse Kust, c'est le premier parc éolien en mer qui est en cours de construction sans subvention. Et quand on dit en cours de construction, l'année prochaine, il sera donc en exploitation. Aujourd'hui, vous demandez à quel point c'est difficile. On construit un parc, on en construit quasiment tout le temps, au moins 2 en même temps au moment où je vous parle. Donc c'est un projet comme un autre, on est capable de le construire. Les conditions de construction
dans ces conditions-là. Et comme vous connaissez en ce moment en plus les prix de marché, en soi, ça se passe très bien. C'est pas parce que c'est sans subvention que c'est pas faisable. Le modèle, en revanche, néerlandais le permet plus facilement que le modèle français, puisque une fois qu'on gagne les appels d'offres, on a les permis immédiatement et donc la construction se fait très très rapidement. On a beaucoup de certitudes finalement sur notre base de coûts et on met en exploitation au bout de 4 ans, 5 ans, alors qu'en France, au moment où on gagne un projet, on doit réaliser nous-mêmes le permis et donc on va pouvoir prendre peut-être 9 à 10 ans pour pouvoir réaliser le projet. La contrainte avec ou sans subside free ou CFD ne nous empêche pas de faire aussi de l'innovation, ne nous empêche pas non plus de pouvoir travailler avec les entreprises locales parce que l'éolien en mer permet en effet aussi, au-delà de sa compétitivité qui est maintenant démontrée, de pouvoir travailler avec les écosystèmes locaux. Alors à titre d'illustration, par exemple sur Hollandse-Kust Sud, on cherche à faire de ce projet aussi un exemple d'impact sur la biodiversité positive. Donc récemment, on a annoncé que nos fondations, qui sont des monopieux, on a fait 2 ouvertures elliptiques, une un peu en dessous de la surface de l'eau, une un peu au-dessus de la surface du sol, pour permettre aux poissons et à la vie marine finalement de pouvoir traverser les fondations et de voir si on pouvait de cette façon contribuer justement à créer un écosystème environnemental, biodiversité positif. Donc ça va être monitoré sur les 2 prochaines années par une association environnementale pour pouvoir voir justement dans quelle mesure on contribue justement à créer la biodiversité encore plus autour de nos projets. Donc l'autre point aussi, Hollandse-Kust Sud, c'est un projet qui est illustratif aussi de comment l'éolien en mer contribue à la décarbonation justement de l'industrie. Aujourd'hui, on a un partenaire, BASF, grande entreprise de chimie, qui a pris 49,5% du projet éolien en mer de Hollandse-Kust et qui en prendra aussi la production électrique associée. Donc vous voyez que les industriels viennent justement s'intéresser aux énergies renouvelables, investir dans les énergies renouvelables pour pouvoir justement s'alimenter en énergie verte. L'autre exemple, c'est aussi Air Liquide, que tout le monde connaît, je pense, dans cette salle, avec qui on a signé ce qu'on appelle des Long-Term Power Purchasing Agreements, donc des contrats à long terme d'électricité, PPA, pour ce parc, justement, donc pour l'alimenter, donc 100 gigawatts par an, et on vient d'en signer un second en complément de celui-là, pour alimenter à la fois ces usines dans le Benelux de production d'hydrogène et d'autres gaz industriels. Donc vous voyez cet appétit justement, notre fonction en tant que producteur d'électricité, c'est vraiment la décarbonation des usages et pas uniquement de l'électricité. Voilà pour cet exemple. Je ne sais pas si vous avez une autre question, mais sinon on avait remis un deuxième projet justement qui parlait aussi de compétitivité de l'éolien. D'accord. J'allais d'abord vous demander si ce modèle sans subvention, vous dites que ce n'est pas vraiment un problème, est-ce que ça peut être transposé dans toutes sortes de marchés, en France par exemple? Alors, la transposition en France peut se discuter. Donc j'ai parlé en effet du fait que les méthodes, il y a différentes méthodes dans les procédures d'appel d'offres des différents pays européens. Certains qui sont comme le Royaume, comme les Pays-Bas ou le Danemark, où on appelle entre guillemets full permitting, donc le permis est réalisé par l'État, et donc la partie du porteur de projet est relativement rapide, alors qu'un modèle comme le modèle français ou anglais, on est responsable du permis, on va avoir des temps plutôt longs de développement, obtention des permis, des autorisations, recours contentieux, avant de passer à la phase de construction. Donc dans ce cadre-là, il est clair qu'on pense que la France n'est pas encore à un niveau de maturité qui va permettre d'arriver à proposer à déjà passer à un système qui permet d'être en subside free, d'une part. Et deux, aujourd'hui, dans le cadre du contexte que vous connaissez un peu de crise énergétique qui nous arrive, notamment à cause de la guerre en Ukraine, on s'interroge aussi si c'est un système souhaitable, puisque le complément de rémunération, qui est aujourd'hui le système que la France a mis en place, permet de donc contribuer, si le projet coûte entre guillemets plus cher à produire de l'électricité que le prix de marché, nous avons un surplus qui nous est donné par l'État. En revanche, si on est en dessous du prix de marché, nous rendons à l'État. Aujourd'hui déjà l'éolien en mer est vraiment très très proche justement des courbes de marché qui étaient les courbes de marché standards. Aujourd'hui dans un marché un peu fou que vous connaissez de prix de l'électricité, en fait vous vous rendez compte que les énergies renouvelables rendent de l'argent à l'État et contribuent positivement au budget. Donc voilà, il faudra se poser ces questions-là. Je pense qu'on a eu beaucoup de changements en France réglementaires sur la façon de faire les projets éoliens en mer.
on rentre dans une phase plutôt de stabilisation, de continuer aussi entre l'État et nous d'apprentissage, de bénéficier de la courbe d'apprentissage, et on pourra se reposer peut-être la question dans 5 ans. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Yeah, Rajak Tour. I'm going to try in English again, though, if you don't mind. Yeah, with you. I'll try as well. You're Aldric de Fombelle from Elisio. And Elisio has 4 offshore wind farms that are already up and running off the Belgian coast. And you won 1 gigawatt of offshore wind energy in Scotland during the Scotland releasing round. Tell us all about that project. What's the timeline? What are you going to do? Well, thank you, Elisa. Maybe some few words to introduce a little bit more Elisio. So we are a 100% renewable company, mainly active in France and in Belgium, in onshore and offshore wind. In offshore wind, we have been an early mover in the Belgian market, so that's why now we are shareholders in 4 Belgian offshore wind farms that are up and running, operational, and we are looking for France, where we are participating to the AO5. We are shifting to floating. So we are participating to the AO5 together with our partner BayWa r.e. And we have also, as you mentioned, win a 1 gigawatt lease in Scotland with BayWa r.e. as well, and our other partner BW Ideol. That project in Scotland is a pure floating project, about 90 kilometers off northeast of Aberdeen. It's a big challenge because the good thing in Scotland is a lot of areas have been awarded. So there is a huge pipeline of development that gives visibility to local stakeholders, but in particular the local supply chain, as my colleagues mentioned already. But there are some very important challenges regarding the grid, regarding the pressure on the environmental environment, like ornithology, for instance. So we are, and Yara mentioned it, we are in the step of development are slightly different from France, but it's overall the same timeline of 8 to 10 years to go to operation. Right, and so you've got experience in different European markets, in Scotland, you're looking at France, you have offshore wind farms up and running off the Belgian coast. What would you say, what are the main hurdles for you for offshore wind to really take off, to develop a lot faster in the future? Alors pour celle-là, je vais passer en français. Comme mes amis. Eh bien, en fait, ce qu'on voit en Écosse, c'est qu'il y a 17 projets qui ont été attribués d'un coup, 25 gigawatts au total. Et ce qu'on a besoin en France, il me semble, et c'est déjà commencé, c'est de planifier les futures zones en mer pour accueillir les futurs projets et pour permettre à la France d'atteindre son objectif de 40 gigawatts en 2050. Et donc, on ne peut plus aborder les choses projet par projet, mais il faut vraiment une concertation globale qui inclut des débats publics, qui, à mon sens, doit inclure aussi le permitting, donc l'obtention des autorisations par l'État, comme c'est le cas aux Pays-Bas et au Danemark. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça va permettre de réduire considérablement le temps entre le moment où un projet est attribué à un développeur et le moment où il va être opérationnel, et donc le moment où sa construction va démarrer. Et on sait bien que le plus gros des investissements se fait pendant la période de construction. Ça va permettre aussi de pouvoir retarder le moment où la décision sur le tarif de revente de l'électricité est prise. Parce qu'aujourd'hui, en France, quand on a une concession, quand on gagne une concession, on gagne en même temps un tarif de rachat d'électricité, ce qui est une bonne chose, mais en même temps est très tôt par rapport au développement du projet. Et donc, quelque part, ça peut être insidieux, ça peut à la fois favoriser une sorte de spéculation ou bien mettre des projets à risque si finalement le tarif qui a été
qui a été attribué s'avère difficilement réalisable. Donc pour dérisquer les projets, on a besoin de réduire le timeline. L'État français a commencé à faire des études en mer, ce qui n'est pas le cas en Écosse, pour pouvoir initier cette demande de permis. Et donc nous, je pense qu'il faudrait aller au bout et pouvoir avoir l'État qui réalise ces permis et qui en fait attribue des zones qui sont déjà complètement autorisées et sans recours juridique. Ça permettra aussi de donner de la visibilité. Je pense en particulier à la supply chain, je pense aux acteurs industriels locaux. On parle beaucoup des... Alors effectivement, il y a tous les acteurs de rang 1 avec qui on peut facilement discuter des objectifs à atteindre, des compétences à pouvoir préparer pour la phase de construction qui a lieu dans 5-6 ans. Mais pour beaucoup d'acteurs locaux, de chefs de PME, on va dire, cet horizon de temps est vraiment très long. Et donc c'est difficile de se projeter quand on est patron de PME sur un horizon 5-6 ans. On a plutôt tendance à regarder dans les mois et les années qui viennent. Donc voilà, ça répond. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on discute au niveau de l'État en France, en fait, cette manière d'attribuer les zones? Yara en a parlé un petit peu. C'est vrai qu'il faut que la France gagne en maturité. Ça se prépare, ça ne peut pas se décider et se faire du jour au lendemain. Donc ce sont des choses qui sont portées par les développeurs de manière commune. Et ce sont des messages qui sont discutés avec l'État, oui. D'accord, merci beaucoup, Monsieur de Fontbelle. I'm going to try again in English. Pierre Peysson, for you, when it comes to hurdles, a keyword is acceptability. Why is that so crucial for you? Hello everyone. So I will do it also in French because for me acceptability, you cannot talk about acceptability if you are not totally embedded into the country and not able to speak with the stakeholders. And stakeholders are mainly on the ground speaking mainly French. And I think the issue is to be able also to address this kind of consideration. So sorry for that. Will be the third, I don't know, the fourth one to speak in French. Donc quelques mots sur RWE tout d'abord avant de répondre à ce sujet qui est important. RWE, c'est un acteur allemand qui produit l'électricité depuis plus de 120 ans, qui est le numéro 2 mondial de l'éolien en mer. On produit l'électricité de manière globale, ça correspond à peu près à un tiers de la consommation française d'électricité, donc c'est quand même assez significatif. Et on s'est lancé dans l'éolien en mer il y a plus de 20 ans. Et on est un des rares acteurs à avoir réalisé les cycles de développement, construction, exploitation et le démantèlement des premières éoliennes qu'on avait pu installer notamment au Royaume-Uni. Le maritime, c'est à peu près 25% de notre production d'énergie renouvelable qui provient de l'éolien en mer, donc c'est tout à fait significatif. Et on va tripler nos capacités de production offshore sur les 8 prochaines années d'ici à 2030. On a 18 parcs en service dans différents pays avec différentes technologies. On est totalement neutre d'un point de vue technologique, donc on s'adresse au marché et on choisit les meilleures solutions disponibles en fonction des sites, caractéristiques techniques, caractéristiques environnementales. On est capable aussi de travailler, ça a été rappelé, dans différents cadres de régulation, puisque le Danemark n'a pas du tout la même méthode que l'Angleterre et d'autres pays. Donc on est présent dans ces 5 pays aujourd'hui. Il y a d'autres projets qui vont venir qu'on a remportés. Et puis on voit arriver le flottant sur lequel on a aussi développé, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que on ne peut pas parler aujourd'hui d'éolien en mer sans évoquer le flottant. Alors il y a des challenges qu'il va falloir lever, notamment économiques, mais on pense très fortement que la régulation aura un rôle déterminant en fait dans la manière dont on va réussir collectivement à converger vers des prix intéressants sur le flottant. Donc on a 3 démonstrateurs, on en a installé un, le premier qui est en Norvège, Tetraspar, une machine de 3,6 MW. Il y en a un qui est en construction sur le port de Bilbao, et j'y reviendrai aussi puisqu'il y avait des choses intéressantes d'un point de vue retombée économique. Et il y en a un autre qui est au large des côtes du Maine aux US, qui va être déployé d'ici à 2024. On travaille beaucoup sur l'innovation. Pourquoi ? Parce que le sens de notre action est de décarboner en fait l'entièreté du secteur énergétique. On a une neutralité carbone souhaitée d'ici à 2040. Et donc on regarde aussi l'usage
qu'on va faire de cet électron. Pas uniquement le produire, mais de quelle manière il va être utilisé. Et de fait, on ne peut pas parler non plus de transition énergétique sans parler d'utilisation de production d'hydrogène vert. Et on s'est lancé depuis quelques années déjà dans le développement de différents projets d'hydrogène vert. On a une trentaine de projets, et notamment le couplage entre l'éolien offshore et l'hydrogène vert qui présente beaucoup d'intérêt quand on considère des parcs assez éloignés, assez grands, comme c'est quand même plutôt la tendance, puisque la moyenne actuelle en Europe des parcs installés, on a le standard en France de 500 MW, ce qui était très bien à l'époque, mais aujourd'hui on est sur 900 MW, et quand on va les mettre en service, ces appels d'offres en appels d'offres, la moyenne sera à quasiment 2 gigawatts unitaires en fait. Donc il faut se rendre compte aussi de cette évolution-là. Et moi j'ai voulu évoquer le sujet de l'acceptabilité, parce qu'on a une trentaine de gigawatts en opération en Europe, et on va atteindre 400 gigawatts. Donc on va multiplier par quasiment 15 à 20 en fait ces projets-là. Donc on est malgré tout au début en fait du développement de ces projets. Et ils vont avoir des impacts sur l'ensemble des territoires, puisque quand on parle de transition énergétique, on parle aussi de transition dans les territoires, et de quelle manière des territoires vont être modifiés pour pouvoir capter un certain nombre de bénéfices sur le développement de ces projets. Et c'est pour ça qu'on investit dans tous nos projets sur des équipes assez importantes. Stade relativement amont, on a déjà une quarantaine de personnes en fait, qui travaillent sur nos projets. Et l'acceptabilité, souvent on la voit uniquement d'un point de vue discussion avec les acteurs, les pêcheurs, alors, évidemment ça compte, mais il y a aussi l'acceptabilité environnementale. Cette capacité à aller chercher des innovations. On déploie par exemple les premières pales recyclables en offshore sur le parc de Kaskasi qui est en construction, parc sur lequel on déploie aussi des méthodes d'installation innovantes pour mieux respecter le milieu marin. Yara a évoqué les initiatives aux Pays-Bas qui aussi lancent des appels d'offres où le prix n'est plus une variable, donc ces pays-là ont mis en place d'autres critères pour être toujours plus exigeants vis-à-vis des opérateurs et notamment sur les aspects environnementaux. Donc, la dernière offre qu'on a remise il y a quelques semaines vise à avoir un impact positif sur l'environnement avec un certain nombre de dispositifs ou d'utilisation de biomatériaux qui sont utilisés. L'acceptabilité, elle passe aussi par la capacité à aller discuter avec les acteurs économiques. C'est pour ça que je pense que c'est important de parler en français dans ces conférences-là, parce que quand on discute avec ces clusters-là, ce qui les intéresse ou les entreprises, ce n'est pas les entreprises qui vont se positionner en rang 1 en fait. Elles sont positionnées en sous-traitance des rangs 1 qu'on ne connaît pas en fait. Et notre rôle, avec les équipes qui sont présentes aujourd'hui, notamment venez nous voir sur notre stand, un certain nombre d'experts sont présents, c'est de mettre en relation ces entreprises-là avec nos experts pour leur expliquer le marché, les aider à se positionner, faciliter des synergies. Et on a déjà une relation très importante avec le marché français, puisque, je prends l'exemple, quelques fleurons, mais Bourbon, Septi Services a installé le flotteur Tetraspar en Norvège. Donc ces entreprises françaises sont capables, bien sûr, de se positionner en France, mais de se positionner à l'international. Et je pense qu'un acteur comme RWE, ce qu'il offre aussi, c'est un carnet de commandes important pour faire tourner les usines qui existent, faciliter des coopérations en dehors de la France. Et sur le parc qu'on a remporté en Pologne, qui est le début du développement en Pologne, Baltica 2, les chantiers de l'Atlantique vont livrer par exemple la deuxième sous-station électrique qu'ils ont pu livrer pour RWE après la première il y a quelques années. Et donc, il est à mon sens important dans l'acceptabilité parce que on va avoir une modification quand même significative dans les territoires qui vont se transformer, d'accompagner pour faciliter des coopérations et d'avoir de fait dans nos équipes des personnes à même de discuter avec les territoires, d'intégrer les demandes, de les conseiller et de pouvoir élaborer des projets en fonction des attentes territoriales qui sont très spécifiques d'un projet à un autre. Il n'y a pas de projet catalogue, il n'y a que des projets spécifiques. D'accord, donc du coup les entreprises locales jouent vraiment un rôle très important. Alors, parlons d'entreprise, parlons d'infrastructure, de l'éolien offshore. Alexis Darquin, vous êtes in English? No? Yes? You're the project leader, business development renewables at offshore wind at Norwegian energy company Equinor. Does that work? Yes, it does. Tell us about your experiences in the market. What would you say are the bottlenecks for you, especially coming to infrastructure, when it comes to infrastructure? Okay, yeah, I can share some reflection on that. Try to indulge you in English then.
I think it was mentioned by other colleagues. First, so you presented Equinor. I'll just say a word about Océol, which is a partnership that was created for France, for those who don't know us, between Equinor, Q Energy and Grid Giraffe, which is dedicated to develop the floating offshore wind in France. So talking about offshore wind development, there were a couple of numbers that were exchanged this morning in the group. The first offshore wind turbine, I think, was in Denmark in 91. Today, if we look at the global capacity, we are talking about 35 gigawatt also being installed and constructed. The last year number, I would say, were for 235 gigawatt to be installed in 2030 globally. And I say last year number because since you have countries like the one that were intervening today, Belgium, Holland, Denmark, Germany, announcing that they are looking for 150 gigawatts towards 2030, which means multiplying by 4 what they are doing at the moment. We had France coming in saying, okay, we will have 40 gigawatts in 2050. Norway was there this morning. Today they have 2 units connected, offshore, floating actually. They are ambitioning for 30 gigawatts in 2040, meaning that taking an average expectation of what will be the turbine size, around 1,500 units to be installed at that time. So it will be the same in France. Also, you go from 0 to several thousands. How do we do that? Similarly, it was mentioned we are going deeper, above 50 meters water depths, for instance. Turbines are getting bigger. Monopile for a 12 megawatt turbine will be above 2,000 tons in weight. Similarly for jacket, already I think from 10 megawatts turbine size. If we are looking at the capacity existing in the industry today, there's probably less than 5 vessels that could install such foundations. One local example that you have would be the gravity-based build here that would require the Saipem 7000 to be installed offshore. This is a vessel that we utilized when we commissioned the iWind Scotland farm back in 2017, and we used that because, again, as mentioned this morning, it was what we knew coming from the oil and gas that we were utilizing for offshore oil and gas installation. So, as I said, 3, maybe 5 vessels available today. The rest of them, about 20, would not be able to install those, let's say, later half or second half of the decade type foundation. If we look at the VTGs, we are a bit in the same situation, where today there is probably, again, 3 to 5 vessels that would be able to install more than 12 megawatts VTGs. The rest of them, let's say about 15 vessels globally, excluding China, that would be that have been built less than 10 years back, cannot install bigger than 10 megawatts turbines. So there are obviously vessels being built or being ordered, but then we are talking about 15 of them also. And what will happen, let's say past 2025, when we go to 15 plus turbines, the mast or the tower weight again will be oversized for the crane of those vessels, most of them. So they will be obliged to use it or to install it in section, which will lengthen the time for installation. And then you are looking at least 25 vessels a year to be needed for the ambition that we've been describing. Half of that will be in Europe,
actually. So 25 versus, I don't know, 6. You do the math. So spoiler alert, effectively everything is going to be a bottleneck. And then if we think about the floating, we are a bit in the similar situation. Let's take the UK example, 22 gigawatts that are supposed to be built. That would correspond to, again, 1,200 type units. UK is lucky enough that it has a background in oil and gas with certain infrastructure, supply chain, and so on that is developed. Nevertheless, if we look at what we've been doing in the North Sea over the last 40 years, in terms of installation offshore, we are probably averaging 2 or 5 a year, I would say. For the numbers that we are describing over 15 years in UK alone, then you are looking at 2 units per week. So again, you do the math. The infrastructure are not ready. It is estimated that we probably need 7.5 billion of investment in Europe in port infrastructure to be able to sustain the type of development that we are describing at the moment. UK is saying they are going to put in 150 million. France has an AME that is a call for interest that is ongoing for 300 million. We are far from the bill. So after that, we are asked, the developer are asked to chip in. You know, it's supposed to be taken care of by the project. We are doing it, again, bottom fix, East Coast US, when we are several gigawatts to build. When you're talking about a project like floating 250 megawatt in France, it's a bit difficult to take on. So we are back to some of the discussion that were mentioned, the need for coordination between private, state actor, planification for projects, mutualization of resources. So yeah, again, running out of time. Everything is going to be a bottleneck. I think the picture is quite clear. But it's also a big opportunity because, again, this industry, in my view, and talking about France, for instance, will be the only chance of reindustrialization since the 70s. And yeah, but we probably need to change the paradigm, the way we are working. Again, we've been doing what we did in oil and gas. Similarly, the best similarity I could find would be the subsea revolution in oil and gas, where we changed the way of working in order to be able to achieve our ambition. We probably need to do something like that in offshore wind. So lots to do to make the offshore wind energy boom possible. Thank you very much, all of you, to have joined me here. Thank you.